démarrer. Bien, Madame la directrice générale des douanes et droits indirects, Monsieur le directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, la France fait face à un phénomène qui prend des proportions considérables. Le trafic de tabac bat chaque année des records dans notre pays. Face à l'explosion de ces trafics, nous ne pouvons pas laisser la France être submergée par le tabac de contrebande. Les trafics s'accélèrent, mais ils mutent aussi profondément. Un phénomène nouveau s'est par exemple fait jour. Pour la première fois en France, l'an dernier, nous avons démantelé 4 usines clandestines de production de tabac à l'intérieur même de notre territoire. Des usines clandestines en capacité de produire 1 à 2 millions de cigarettes de contrefaçon par jour. C'est le signe que ce trafic prend de l'ampleur et risque de s'enraciner. J'ai donc fait de la lutte contre le trafic de tabac une priorité absolue pour les douanes, avec une stratégie claire, harceler les trafiquants et assécher les trafics. Pourquoi ? Parce que ces trafics pourrissent la vie de nos compatriotes. Dans certains quartiers de villes comme Paris ou comme Toulouse, on ne peut plus faire 100 mètres sans être alpagué par des vendeurs à la sauvette. Parce que le risque serait de tuer à petit feu nos buralistes, qui sont bien souvent les derniers commerçants dans certains villages, le dernier lieu de vie, de lien social, d'accès aux services publics. Et parce que derrière les trafiquants de tabac, il y a aujourd'hui des réseaux criminels. Le trafic de tabac est un terreau majeur de la criminalité organisée. Les trafiquants utilisent maintenant les mêmes méthodes et les mêmes réseaux. Et donc, 1 euro pour un trafiquant de tabac, c'est 1 euro pour les réseaux mafieux et les réseaux criminels. Et donc, avec la douane, nous avons déclaré la guerre au trafic de tabac, de contrebande et de contrefaçon. Nous nous en donnons les moyens. J'ai annoncé lors du plan tabac présenté fin 2022 de nouveaux moyens, de nouveaux outils et une nouvelle méthode. Sur les nouveaux moyens, je rappelle par exemple l'acquisition de 22 scanners supplémentaires pour un montant total de 45 millions d'euros positionnés sur les routes du tabac et dans les entrepôts postaux. Je rappelle également l'augmentation de 20% du nombre de maîtres chiens tabac actifs sur le territoire. Sur les nouveaux outils, j'ai annoncé la création d'une douane scientifique en charge du profilage chimique systématique des saisies les plus importantes, mais aussi un investissement sur les réseaux sociaux et la création d'équipes d'enquête cyber dans les directions locales des douanes. De nouveaux outils, c'est aussi de nouvelles sanctions. La peine complémentaire d'interdiction du territoire français sera étendue au trafic douanier, notamment le tabac. Les peines de prison seront également augmentées pour la production ou la fabrication frauduleuse de tabac manufacturé et pour la vente au détail sans qualité de débitant. Enfin, sur la nouvelle méthode, j'ai annoncé la création de groupements de lutte anti-trafic de tabac, les GLAT, dans les 9 plus grandes villes françaises pour coordonner davantage l'action de tous les services. Ces GLAT seront notamment en charge d'actions coup de poing qui frapperont fort et par surprise les lieux de trafic. Je vous rends donc compte aujourd'hui du déroulé et des résultats de l'opération Colbert, la plus grosse action coup de poing menée cette année. Porte-étendard des engagements du plan tabac, cette opération a duré une semaine d'action intensive contre les trafics de tabac sur tout le territoire, orchestrée par la Direction générale des douanes et droits indirects, dont je veux vraiment remercier les équipes. Cette opération porte le nom d'opération Colbert, en hommage évident à l'un des fondateurs de la douane moderne. Cette opération est inédite par son ampleur, j'y reviendrai, par son ambition ensuite, car pour la première fois, la douane a coordonné à l'échelle nationale une opération coup de poing contre les trafics de tabac avec tous les services de l'État. Je veux commencer par remercier les douaniers, évidemment, pour leur engagement sans faille, mais aussi le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux pour leur appui, et à travers eux, les gendarmes, les policiers municipaux qui se sont pleinement impliqués dans cette opération. Au-delà, près de 200 agents d'autres services de l'État, comme les DREAL, les URSSAF ou l'inspection du travail, ont également appuyé cette action. Au total, près de 5 172 agents ont été mobilisés, dont 2 866 agents des douanes. C'est ainsi que j'ai conçu cette opération comme une mobilisation générale de l'État contre les trafics de tabac. Cette coordination exceptionnelle a pu être atteinte notamment grâce à la nouvelle organisation de la lutte contre la fraude mise en place par le gouvernement, le réseau des comités opérationnels départementaux antifraude, dit CODAF, au groupe de lutte anti-trafic de tabac mis en place au premier semestre 2023 dans les 9 agglomérations les plus exposées que j'évoquais il y a un instant. Notre objectif au cours de la semaine écoulée a été clair, harceler les trafiquants et pilonner les lieux de trafic. Nous communiquons évidemment sur cette opération à son issue et non au moment où elle a démarré, puisque l'objectif, c'était bien évidemment de prendre par surprise un certain nombre de réseaux.
Notre méthode a été simple, donc frapper par surprise de manière coordonnée, là où nous savons que les produits illégaux du tabac entrent sur notre territoire, ils sont stockés, ils sont commercialisés. J'ai donc souhaité que l'action de l'État se déploie simultanément. D'abord sur nos routes, parce que c'est là que les quantités les plus importantes sont saisies. 4 600 véhicules ont été arrêtés et contrôlés sur tout le territoire. Dans nos aéroports, avec 712 vols contrôlés dans 11 aéroports métropolitains en provenance de destinations connues pour être des zones de départ pour ces produits, comme l'Asie ou le Moyen-Orient. Dans les zones urbaines, là où le tabac de contrebande est écoulé, avec 525 points de deal et 450 commerces contrôlés. À nos frontières, le 6 juin dernier, la douane et la police aux frontières ont bouclé pour la première fois des points de chacune de nos frontières avec nos 7 pays frontaliers filtrant les allées et venues. C'était la première fois que nous contrôlions ainsi simultanément toutes nos frontières terrestres sur une même opération dédiée en l'espèce au trafic de tabac. Pourquoi ? Parce que la douane protège la frontière et que la frontière protège notre pays. La frontière, cela a du sens et il faut donc la protéger. Mais aussi parce que nos frontières sont les points de passage de produits fabriqués et importés sur notre territoire depuis le Benelux, l'Espagne ou encore l'Europe de l'Est. Venons-en au bilan de cette opération. Alors que la douane détecte habituellement 600 infractions et saisies chaque semaine, plus de 1100 ont été relevées pendant cette semaine de contrôle renforcé. C'est un quasi-doublement qui envoie un message clair aux trafiquants et aux consommateurs. Nous serons impitoyables. En résultat, près de 9 millions de cigarettes de contrebande ou contrefaites ont été retirées du marché parallèle. Mais au-delà du chiffre, c'est une opération qui sert de révélateur aux tendances de la fraude et aux endroits où nous devons frapper avec le plus de fermeté. Les contrôles réalisés en milieu urbain ont donné des résultats extrêmement probants. Plus de 150 points de deal et de vente à la sauvette connus ont été évacués, des dizaines d'interpellations ont eu lieu, et dans les commerces inspectés, une très très grande majorité vendait illégalement du tabac. Dans les 43 cas les plus graves, ces commerces feront l'objet d'une fermeture administrative. Vous le savez, la loi limite actuellement cette fermeture à une durée de 3 mois, je le dis, en vue des débats sur le projet de loi douane qui sera débattu à l'Assemblée nationale dans quelques jours et au vu de la gravité de ce que nous avons observé au cours de cette opération. Je suis favorable à ce que cette durée maximale de fermeture soit portée à 6 mois pour porter un coup plus fort encore à ceux qui font vivre ce trafic. Enfin, cette opération démontre la prégnance du trafic par la voie aérienne. Je parle notamment de l'emport de petites quantités de tabac par de nombreux passagers pour déjouer les contrôles. Ces infractions ont été constatées sur un vol sur 3 et près de 700 kilos de tabac ont été saisis dans nos aéroports. Cette opération coup de poing national en annonce d'autres au niveau local. C'est l'engagement que j'ai pris dans le plan que j'ai présenté en décembre dernier. 50 opérations coordonnées de ce type seront menées dès cette année et 100 par an à horizon 2025. La douane tiendra cet objectif en affinant ses cibles et en améliorant sans cesse sa force de frappe en lien avec les autres services de l'État. Vous l'aurez compris, cette action était inédite par son ampleur et déterminante par les résultats qu'elle a permis. Les douanes, en lien avec les forces de l'ordre et les administrations concernées, ont fait un travail extraordinaire sur cette semaine qui vient de s'écouler. Je souhaite les remercier une nouvelle fois, les féliciter pour la qualité de leur travail et l'intensité de leurs investissements. Je veux réinsister une nouvelle fois sur l'importance de cette guerre que nous menons au trafic et aux trafiquants de tabac. Nous le devons aux Français qui aspirent à la tranquillité et à l'ordre dans leur quartier, au respect de leurs frontières et au respect de la loi. Les trafics ne peuvent gangréner notre pays. Nous ne pouvons les laisser s'y enraciner. Alors nous devons agir dès à présent, agir demain évidemment. À tous ceux dans notre pays qui volent les finances publiques, jouent avec la santé de nos concitoyens, nourrissent le marché parallèle et affaiblissent nos buralistes, je veux le dire, la réponse de la douane, la réponse de l'État sera à la hauteur. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a peut-être des questions avant que je doive vous quitter pour aller à l'Assemblée nationale sur un autre sujet ? Oui, bien sûr, et je laisserai la directrice générale des douanes donner quelques exemples dans un instant. Ce qui est certain, c'est que, indépendamment de l'opération Colbert, nous constatons, lorsqu'il y a des opérations et que nous cherchons du tabac de contrebande, que nous le saisissons, il nous arrive régulièrement, évidemment, de constater d'autres infractions majeures sur des stupéfiants, vous l'avez dit, sur des armes,
Nous avons mené une opération encore récemment dans la région lyonnaise, où le commanditaire de cette opération, en tout cas celui qui en était responsable, je ne parle pas de l'opération des douanes qui a permis de le démanteler, mais le commanditaire de l'infraction était fiché S. Donc on voit bien qu'il y a aussi des liens avec des réseaux radicalisés et que le produit de ce trafic de tabac de contrebande finance de la criminalité parfois bien plus grande. Et c'est aussi le message que je veux passer aux Français à travers cette opération. Évidemment, pour certains Français, ça peut paraître quelque part anodin d'acheter un paquet de cigarettes de contrebande sur la voie publique ou via les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que ce qu'il y a derrière, ce sont toujours des réseaux criminels, des réseaux mafieux, responsables d'infractions extrêmement graves, et parfois cela finance des réseaux de radicalisation. Mais je laisse la directrice générale des douanes peut-être donner quelques détails, quelques exemples. On a eu notamment dans les commerces, on a découvert des armes, on a découvert des stupéfiants, donc ça confirme la tendance à la polycriminalité et le fait que le tabac, c'est aussi couplé à stupéfiants, contrefaçons et armes. Et du coup, ça entraîne aussi, derrière la polycriminalité, on voit qu'il y a plus de violence associée à ce trafic et ça a été confirmé par la découverte d'armes. Peut-être si Florian Collat veut rajouter sur les réseaux, je donnais un exemple sur Lyon. Non, mais Monsieur le Ministre, peut-être juste dire que effectivement le lien, on le fait de plus en plus, et notamment il se matérialise par la présence d'armes associées à des sites de trafic de tabac ou associés à la contrebande ou transport de produits de tabac. C'est un phénomène qui est relativement récent, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques temps, les organisations qui se livrent au trafic de tabac étaient en général moins durcies et moins protégées, et se protégeaient moins que les organisations des stupéfiants. Et le phénomène qui a été décrit par le ministre, il se matérialise aujourd'hui par le fait que justement, quand on est sur du pur trafic de tabac, on va trouver des armes, on va trouver des procédés criminels qui ressemblent furieusement à ceux des stupéfiants, on va trouver des oppositions à fonction violentes qui mettent en danger la vie de nos agents, qui mettent en danger la vie des citoyens qui circulent sur la voie publique. Voilà, donc c'est vraiment une tendance au durcissement des procédés criminels sur ce trafic, qui est un phénomène relativement récent, mais qui documente ce qui a été dit. Il y a d'autres questions? Oui. Du coup, les réseaux qui sont derrière, vous les identifiez, ce sont des nouveaux ou ce sont finalement les réseaux mafieux connus qui se sont investis dans ce trafic? Comment vous décrivez un peu le tableau? Alors, je vais vous laisser la parole dans un instant. Ce qu'on constate, et vous pourrez donner des exemples pour étayer cela, c'est que des réseaux mafieux criminels qui étaient connus se sont diversifiés, comme l'a dit la directrice générale, et se sont tournés davantage vers le trafic de tabac, probablement en considérant que c'est un trafic qui peut être juteux, mais qui peut être moins risqué aussi en matière de sanctions et de réponses. C'est la raison pour laquelle on a fait ce choix d'alourdir les peines et les sanctions. Je précise que c'est dans un texte qui est actuellement discuté au Parlement, qui a été adopté au Sénat, qui le sera, je l'espère, dans les toutes prochaines semaines par l'Assemblée nationale, qui passe de 1 an à 3 ans l'emprisonnement pour les trafics et la production, et de 5 ans à 10 ans en cas de bande organisée. J'ajoute ce que j'ai dit sur l'allongement du délai de fermeture administrative pour les commerces qui vendent illégalement du tabac. Donc on voit qu'il y a cette diversification. Quand j'ai annoncé dans le plan tabac la mise en place d'un profilage chimique, c'est aussi pour avoir une cartographie plus efficace, analyser les tabacs qui sont saisis, être capable de recouper dans les tabacs que nous saisissons ceux qui appartiennent à une même filière et dans lesquels on retrouve des composants qui nous permettent d'identifier qu'il s'agit d'un même réseau et d'une même filière de production. Ce qui est certain, c'est qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre un certain nombre de réseaux extrêmement organisés, notamment des réseaux en provenance de pays de l'Est. Je pense pour ce qui est de l'Île-de-France, par exemple, à la filière moldave ou à une filière roumaine, qui sont très organisés sur le trafic de tabac de contrebande, mais je laisse la directrice générale, le directeur, compléter. Donc, Florian, tu compléteras mes propos sur... Je ne sais pas répondre si ce sont les mêmes réseaux. Tu es sans doute plus informé que moi sur ces... Donc, il y a effectivement une déformation et une diversification des réseaux criminels sur les produits, le ministre l'a dit. Il y a le phénomène des usines aussi qui est récent. Et donc, avant, c'était plutôt en Europe de l'Est et maintenant, ça se rapproche de plus en plus du consommateur à l'Ouest. Il y a aussi du fret express et du fret postal qui est apparu
pendant la crise sanitaire, et aussi la vente sur Internet, tout ça étant favorisé par la vente sur Internet. Sur les réseaux eux-mêmes, je ne sais pas, Florian. Non, mais il y a plusieurs types de réseaux. Vous avez des réseaux communautaires qui sont souvent liés à des agglomérations ou à des zones géographiques. Mais ça, c'est assez traditionnel dans la contrebande de tabac. Vous avez effectivement des réseaux criminels qui diversifient leur activité vers le tabac. Et puis vous avez aussi, mais c'est un même phénomène que celui qu'on retrouve dans les stupéfiants, c'est-à-dire des nouveaux réseaux, parfois des petits réseaux. Un réseau, c'est pas nécessairement une organisation à très grande ramification, mais qui se constitue pour aller exploiter le potentiel de ce trafic. Comme ils ont pu par ailleurs se livrer à d'autres trafics au préalable, et donc avec une mutation qui fait qu'aujourd'hui c'est un trafic qui peut générer des tentatives d'organisation de multiples natures, quoi. S'il y a une autre question, après il y aura une présentation plus détaillée par la direction des douanes de l'opération, mais si avant mon départ vous avez une autre question sur les orientations du gouvernement. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vous laisse avec les équipes que je remercie encore une fois. Je salue Eric Belfayol, qui dirige la MICAF, aussi très impliqué dans la lutte contre les fraudes, y compris douanières, qui est présent. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup. Donc, dans cette opération Colbert, il y a eu 3 grosses opérations qui sont d'ailleurs assez représentatives de ce qui se passe en termes de trafic. On en a choisi une qui s'est passée dans la BSI, enfin qui a été, réalisée par la BSI de Nogent. Ils sont ici présents. Alors c'était d'autant plus, elle est représentative et il se trouve qu'elle a été judiciarisée, donc c'est facile aussi d'en parler et on ne met pas en difficulté la procédure. Je vais laisser la parole aux deux directeurs et à son collaborateur pour nous présenter cette opération qui a eu lieu dans un contexte un peu particulier. J'en profite, vous savez qu'en douane, nous avons un projet de loi et nous essayons d'expliquer ce qu'est la douane à chacun des parlementaires. Et il se trouve que cette visite était programmée avec des parlementaires et je crois que là, ils ont eu une démonstration. Dans le cadre de l'opération Colbert aussi, ils ont eu la démonstration de ce qu'est une activité douane à l'intérieur du territoire. Madame la directrice générale, Madame, Messieurs, oui, effectivement, on parle d'illustration, donc on va rentrer dans une phase assez concrète finalement, parce que ça illustre à la fois l'opération Colbert, même si cette action, on l'a conduit qu'avec des effectifs douane, mais pour ce qui est de ma direction, toute la semaine, on a eu des opérations coordonnées avec la police et la gendarmerie, et de toute façon, cette action ayant conduit à une judiciarisation, il y a eu une implication de la gendarmerie qui a conduit l'enquête judiciaire, suite à la constatation, et un engagement fort du parquet, puisque cette saisie, il faut savoir qu'elle a été jugée effectivement par le tribunal judiciaire de Senlis lundi, et les 2 infracteurs, à la fois celui qui transportait la marchandise et le véhicule éclaireur, ont été successivement condamnés à 20 mois d'emprisonnement pour le chauffeur de la camionnette et à 10 mois concernant le véhicule éclaireur, qui sont des peines relativement sévères par rapport à ce qu'on a l'habitude de montrer, ce qui veut dire que les parquets ont adapté leur politique pénale et sont de plus en plus attentifs sur le fait que le trafic de tabac est avant tout maintenant un enjeu de sécurité publique et n'est plus qu'une thématique purement fiscale. Pour revenir sur cette saisie, elle est illustrative à plusieurs points. Tout d'abord, elle rentre certes dans Colbert, mais finalement c'est une photographie de notre quotidien. Moi, je représente la direction des douanes d'Amiens, donc je vais parler de l'ex-Picardie, parce qu'en termes de cartographie, c'est plus simple à resituer. Il faut savoir que la Picardie, mais plus largement les Hauts-de-France, en fait, sont le premier point d'entrée d'un certain nombre de flux. On parle souvent de l'état de la menace en matière de trafic de tabac, et la géographie fait que les Hauts-de-France sont directement exposés à un certain nombre de flux d'approvisionnement de tabac, à la fois de par la proximité de la Belgique et du Luxembourg. Sachant que pour faire relativement simple dans les enjeux, on est de plus en plus sur des approvisionnements de tabac contrefait pour ce qui vient de Belgique.
d'ailleurs ça sera l'illustration avec cette saisie, est plutôt des tabacs authentiques, que ce soit du cigarette ou du tabac sous toutes ses formes, en provenance du Luxembourg. Donc pourquoi les Hauts-de-France exposés? D'abord la frontière, mais surtout une desserte axiale, beaucoup de routes et d'autoroutes. Il faut voir que les réseaux criminels, c'est une économie. C'est une économie certes parallèle, mais c'est une économie. Il y a des fabricants, il y a des clients et il y a des logisticiens. Et nous, au niveau de la douane, et c'est notre action, c'est justement opérer sur le terrain ces mesures d'entrave pour faire en sorte qu'entre le producteur et le client, on puisse à la fois appréhender les marchandises. On n'a pas parlé des enjeux financiers, mais généralement, on appréhende aussi de l'argent, de l'espèce, fruit des trafics, et permettre au service d'investigation ou de renseignement, le service de renseignement douanier via la DNRED notamment, de pouvoir investiguer. Donc cette saisie, on l'a opérée au niveau du péage, juste avant le péage de Chamans, sur l'autoroute A1, sachant que la douane, administration de référence des marchandises, on suit les flux et on les suit là où ils circulent. Et le côté, alors vraiment, et là je fais le parallèle avec votre question tout à l'heure, y a-t-il des comparaisons entre les trafics criminels classiques et le trafic de tabac? Je dois dire que cette affaire, elle le montre, pas tant dans le lien, on peut pas, moi j'ai pas d'éléments sur le fait que l'argent puisse servir à d'autres trafics. En tout cas, le mode opératoire, ça c'est clair. On constate de plus en plus que le mode opératoire de la part des transporteurs, enfin organisateurs de trafic de tabac, est identique au mode opératoire qu'on a connu et qu'on connaît en matière de stupéfiants. Et le cas le montre ici, on a un véhicule de location, une camionnette chargée d'1 tonne de cigarettes. Alors j'aime bien rappeler ce que représente 1 tonne de cigarettes, parce que personne ne va acheter 1 kilo de tabac. 1 tonne de cigarettes, c'est 50 000 paquets de cigarettes. Donc on se rend compte tout de suite du volume que ça peut représenter et de l'impact que ça peut avoir. Donc cette camionnette, elle était précédée de 2 véhicules, dont 2 véhicules ouvreurs, donc c'est-à-dire un convoi constitué. Un a été appréhendé par la douane et l'autre qu'on n'a pas identifié a pu échapper. C'est justement cette voiture qui a donné le signal. Et tout le jeu des actions des services douaniers, c'est d'être toujours en contre-riposte et avoir cette mobilité et cette fluidité d'action. Là, je vais laisser la parole à Cédric Orgeret, mon adjoint opérationnel, qui va vous rentrer dans le détail plus particulier de cette opération. Oui, merci, monsieur le directeur, madame la directrice générale. Donc, cette constatation qui a été réalisée le 1er juin dernier a effectivement été constatée sur l'autoroute A1, qui est un axe pour nous très sensible pour la provenance du tabac de contrebande. En l'occurrence, un tabac vraisemblablement acheminé depuis la Belgique. Donc, cette affaire, c'est un petit peu un cas d'école, parce que vous y voyez les éléments actuels des enjeux pour nos services opérationnels aujourd'hui. D'abord la quantité. 1 tonne, on voit qu'on est sur une augmentation des quantités de manière générale. Il y a quelques années, ce type de constatation aurait été rarissime. Aujourd'hui, ce sont des constatations qui malheureusement s'enchaînent. C'est un premier élément. D'autre part, comme cela a été expliqué, vous avez des procédés employés par les organisations aujourd'hui qui sont très proches, pour ne pas dire identiques, à celles des trafiquants en matière de produits stupéfiants. Donc, des rôles très structurés, avec un donneur d'ordre, avec un chauffeur qui va acheminer la marchandise, et avec un ou plusieurs véhicules ouvreurs qui vont servir d'escorte, qui vont servir d'alerte, pour essayer d'éviter le contrôle en utilisant des moyens aujourd'hui qui sont devenus très facilement accessibles de communication, tout simplement via les smartphones qui permettent de communiquer via des messageries, de se géolocaliser. Donc ce qui était l'affaire vraiment de spécialistes il y a quelques années, aujourd'hui est accessible malheureusement aux organisations assez facilement. Donc pour faire face à ces défis, eh bien aujourd'hui, pour arriver à ce genre de constatation, ça oblige nos brigades à constamment innover dans leurs dispositifs pour toujours surprendre. Et là, ça a été le cas, on les a surpris. Ils pensaient être tirés d'affaire et on a réussi cette interpellation qui était l'objectif de la mise en place du dispositif ce soir-là. Mais si on a des tactiques flexibles, si on a du matériel aujourd'hui qui est aussi moderne et adapté, il ne faut pas oublier que ces affaires, en fait, elles se réalisent aussi et avant tout par l'engagement de nos agents des douanes. Parce que tous les soirs et tous les jours, ils sortent sur ces contrôles dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Ils doivent accepter la fatigue et aussi les risques réels de ces missions. On vous a parlé tout à l'heure des oppositions à fonction. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà, c'est un métier qui est un métier d'action et qui est un métier aussi où on accepte une part de risque.
pour réaliser nos constatations. Et enfin, je dirais qu'il y a la nécessité aussi d'une bonne articulation dans ces dossiers, au-delà de nos découvertes, avec les services qui vont apporter la phase judiciaire, donc en l'occurrence les officiers de police judiciaire de la gendarmerie du peloton autoroutier de Senlis qui avaient été saisis par le tribunal, qui ont pu réaliser dans un temps très court finalement des actes d'investigation qui ont permis de confondre et l'ouvreur et le véhicule chargé de tabac et obtenir donc des peines fermes prononcées par la justice, en plus d'une importante amende douanière, hein, plus de 500 000 € d'amende, et la destruction de cette tonne de tabac de fraude. Voilà. À préciser qu'un des 2 infracteurs avait déjà été intercepté avec 8 kg de cocaïne dans des faits passés. Donc on voit aussi là aussi que les profils viennent à se combiner. Cédric ne l'a pas précisé, mais ils ont été pris un peu par surprise quand même, hein. Ils croyaient être sortis d'affaire en passant le péage. Les douaniers avaient été repérés, sauf qu'ils étaient attendus sur l'aire de repos suivante. Et on a repéré qu'ils avaient un comportement, pour le coup, très professionnel, proche des réseaux stupéfiants, à plusieurs voitures. Et c'est ces indices qui ont fait que les douaniers se sont intéressés à la camionnette que vous voyez à l'écran. On dit camionnette, oui. Oui, c'est une grosse camionnette. Est-ce que vous avez des questions ? Tout à l'heure, vous aviez une question, pardon, je fais les questions-réponses, mais tout à l'heure, vous aviez une question sur les armes. Ce qui m'a surprise dans l'opération Colbert, c'est qu'on en a découvert dans la partie commerce, où là, il y avait une variété d'infractions qui était assez surprenante. Donc, ça fait partie un peu des surprises et des enseignements de cette opération. Pour vous montrer aussi, dans l'illustration, l'un d'entre vous me posait la question de savoir si ça représentait une quantité importante. Il faut bien voir que, comme toute économie, cette quantité-là, on est sur un acheminement moyen, finalement. Donc, on a à connaître, et on a eu à connaître dans notre région des saisies massives, hein, d'un camion, 12 tonnes de cigarettes. On a des micro-saisies qui peuvent aller de quelques cartouches, et on est sur un acheminement qui vient probablement d'une usine ou d'une plateforme de redistribution. Et on va comme ça de bon en rebond, un peu comme si on venait à distribuer un produit classique pour aller jusqu'au consommateur final. Et on voit à quel point d'ailleurs les modalités de consommation ont changé, puisque là on est sur du produit probablement de contrefaçon, donc du faux, avec tous les enjeux de santé publique que peut avoir ce genre d'article. Allez-y. Avec la réforme de l'article 60 du Code douanier, ça se serait passé comment cette opération ? C'est-à-dire qu'est-ce que ça aurait suscité de plus ? Il aurait fallu informer au moment de la saisie. Comment ça aurait modifié le déroulé ? Alors, on n'y est pas encore, mais on peut essayer de se projeter. Vous voulez le faire ? Oui, volontiers. C'est un cas d'école, donc finalement, c'est pas parce qu'il y avait la présence des parlementaires qu'on a eu cette configuration. En revanche, vous avez raison. Tout à l'heure, je l'ai précisé, on est sur une brigade qui est à l'intérieur du territoire. Donc, c'est celle qui procède d'une manière, en termes de procédure, va être le plus impactée par la mise en conformité de l'article 60 et du droit de visite. Donc, ce que va vous décrire le directeur, c'est la procédure qui, si la loi est votée, sera mise en place immédiatement après et qui, en termes de procédure, change par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, vous savez que dans le projet de loi, il y a deux modalités pour la conduite du droit de visite, hein, parce que là, on est bien sur le droit de visite. Une avec information préalable du procureur, et l'autre s'il y a des éléments matériels qui nous permettent, et donc là, en opportunité, de pouvoir justifier de ce droit de visite. Il se trouve que quand les agents des douanes ont contrôlé les 2 personnes qui étaient dans la voiture particulière stationnées sur le parking, aux premières questions qui leur étaient posées, comme tout à chacun, d'abord bonjour, d'où venez-vous, où allez-vous, est-ce que vous avez des choses à déclarer ? Les premières déclarations ont été tout de suite incohérentes, puisque, et ça a été dit à l'audience, mais il faut savoir aussi, dans l'étude comportementale est attentif, hein, et c'est tout le rôle et le métier du douanier, c'est qu'ils se sont déclarés qu'ils venaient de se connaître sur l'aire de stationnement. Ils ne se connaissaient pas jusqu'alors, et ils ont fait connaissance sur l'aire, et ils échangeaient ensemble sur leur voiture. Donc, et l'enchaînement des questions, avant même que la visite du véhicule ait commencé, hein, simplement dans l'interrogation, a mis en avant qu'il y avait un certain nombre
de points d'incohérence matériels, hein, concrets, qui pouvaient légitimer le fait qu'on aille jusqu'à une vérification du véhicule, et cette vérification du véhicule a amené au deuxième véhicule, qui était le véhicule chargé. Donc finalement... On est dans le cas des raisons Et dites raisons plausibles. plausibles. Voilà. Donc, Qui seront consignés, enfin qui sont d'ores et déjà consignés hein, dans les PV, mais maintenant on en aura, en tout cas il faudra qu'on en fasse la trace. alors, vu les... Ouais. Alors, c'est pas celle-ci. Voilà, on n'est pas venu avec, mais après, au regard des marchandises, on peut très fortement suspecter que ce soit des marchandises de contrefaçon pour une raison très simple. Il faut savoir que chaque paquet de cigarettes, de toute façon, a un élément de traçabilité qui le rend unique. Donc, on a cet élément-là. En plus, la provenance, on est sur l'autoroute 1. Il ne faut pas oublier que l'autoroute 1, c'est la première autoroute européenne en termes de densité. Et ça vient directement de Belgique. Hein, c'est 100 000 véhicules jour, hein, 20 000 camions qui circulent tous les jours sur cette autoroute, et très connectés avec l'Europe du Nord, notamment la Belgique. Donc c'est une provenance probablement Belgique. Un mode de conditionnement aussi, le cartonnage, qui laisse à penser qu'on n'est pas sur un mode de conditionnement industriel, parce qu'il y a une série de, on va dire, de normes commerciales qui correspondent. Donc on est plutôt sur probablement une production clandestine, usine clandestine. Après, on ne peut pas, nous, à notre niveau, déterminer le lieu de la production. Et le mode, on va dire, le type de service, le type d'infracteur montre bien qu'on n'est sûrement pas sur du produit authentique, sachant que le prix n'est pas du tout le même, même pour des réseaux mafieux. Acheter un produit authentique, ça a une valeur, qui est affichée, hein, quel que soit le pays. Le produit de contrefaçon a une valeur bien moindre, et donc un ratio coût-bénéfice bien plus important. On avait une idée d'ailleurs du prix que le paquet, combien il a été acheté, combien il a été revendu à peu près sur le marché. Moi, j'ai pas de notion. Après, on peut toujours présupposer qu'une contrefaçon étant produite pour dégager, enfin, sinon c'est un produit authentique. S'il est produit au même coût, l'avantage est nul. Donc, on peut présupposer que c'est moins qu'un coût de fabrication standard. Après, c'est tous les enjeux de cette économie parallèle. Le coût de fabrication. Combien, en fait, vu que c'est de la contrefaçon, ça va être certainement vendu sous le manteau beaucoup moins cher que 10 € le paquet. Oui, c'est ça, donc c'est le coût de revente. Ouais, c'est ça. Sur le coût de revente, il n'y a pas énormément de... En moyenne, j'imagine que ça fait moitié de prix, non? Après, ça va dépendre aussi des endroits où vous allez être, des modalités d'acheminement, des quantités que vous allez acheter, du type de produit. Est-ce que vous êtes sur de l'authentique ou pas de l'authentique, et puis la gourmandise de celui qui vend, est-ce qu'il veut prendre des parts de marché ou bien est-ce qu'il veut être compétitif? Alors, très probablement sur l'Île-de-France, compte tenu, on va dire, de la proximité, sachant qu'une partie importante des flux qu'on intercepte sur le Hauts-de-France, pas que, hein, mais sont destinés plutôt à l'Île-de-France, qui est un marché important compte tenu du bassin en termes de population et de la proximité de l'approvisionnement, que ce soit que ce soit la Belgique ou bien le Luxembourg, ça reste finalement à une portée relativement faible en kilomètres. Et des éléments qui ont été évoqués à l'audience, donc que nous, on n'a pas eu à connaître le temps de la constatation, mais puisque ça a été évoqué en audience publique lors du jugement, les infracteurs ont fait état que ça partait effectivement sur la région parisienne. Peut-être dans les enseignements de l'opération, on a observé que la vente à la sauvette, c'est en Île-de-France qu'on a eu les résultats les constatations les plus nombreuses. Ça ne veut pas dire qu'à Toulouse, à Marseille, on n'en a pas eu. En tout cas, en Île-de-France, c'était très significatif et très significativement différent des autres. Donc, c'est le marché de la vente à la sauvette aujourd'hui. Et selon les vecteurs, d'ailleurs, on n'a pas les mêmes zones géographiques. Et donc, là a été intercepté finalement un convoi qui devait alimenter ce trafic. C'est bon pour tout le monde ? Écoutez, on n'a plus qu'à vous remercier.